L'information n'est pas une opinion. L'information est sur France Info, Canal 16. Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France Info. On est ensemble comme chaque jour pour 2 heures d'actualité. À la une, cette question aujourd'hui, pourquoi autant de ratés? Un mois après le drame de Crans-Montana, cet incendie qui a fait 41 morts en Suisse. On découvre jour après jour les défaillances qui ont mené à ce drame et des erreurs qui continuent encore maintenant pendant l'enquête. Contrôle insuffisant, voire inexistant des mineurs dans le bar, jusqu'à des images supprimées, images de vidéosurveillance de cette funeste nuit. Comment on en est arrivé là? On fait le point juste après le journal. Et puis c'est maintenant ou jamais pour vous inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter pour les municipales de mars prochain. Et l'enjeu est de taille, l'abstention est souvent forte, notamment chez les jeunes. Alors comment les convaincre? En tout cas, l'abstention, ça en dit toujours long sur notre état de santé démocratique. On en parle à 11h30. Vous avez le programme pour l'heure, il est 11h. Et c'est le journal avec vous, Valentine Desjeunes. Et on a du nouveau dans l'affaire Émile, du nom de ce petit garçon disparu en 2023 dans le hameau du Haut-Vernay, dont une partie du cadavre a été retrouvée 9 mois plus tard. On apprend que l'avocat de la grand-mère du garçon réclame des investigations complémentaires. Il demande notamment au juge chargé de l'affaire que soient fouillés des lieux autour du hameau. Jordan Klein. Des enquêteurs vont-ils retourner ici, dans le hameau du Haut-Vernay? C'est la demande formulée par la grand-mère d'Émile via son avocat. Elle réclame des investigations complémentaires pour des fouilles autour du lieu de la mort du garçon. Certains lieux, notamment au Haut-Vernay dans sa proximité, n'ont pas à ce jour été suffisamment investigués. Certains d'ailleurs ne l'ont pas été du tout. C'est ce que nous visons dans nos demandes. Il s'agit également de compléter certains témoignages qui avaient été recueillis, mais à travers des questions qui mériteraient d'être posées également à ces différents témoins. La demande que le magistrat instructeur ordonne de nouvelles recherches, car selon la famille, tous les bâtiments n'auraient pas été examinés. Ils espèrent désormais que les résultats de ces investigations pourront éclaircir les circonstances de la mort du petit Émile. La partie civile que je représente ne peut pas demeurer, en quelque sorte, le témoin passif d'une procédure qui engage la vie de sa famille. Plus de 2 ans après son décès, l'enquête piétine. Seule certitude, le garçon a été victime d'un traumatisme facial violent. Aucune mise en examen n'a été prononcée dans cette affaire. L'actualité internationale toujours marquée par les tensions entre les États-Unis et l'Iran. Après les menaces d'intervention militaire américaine ce week-end, l'Iran annonce ce matin qu'un cadre de négociation va être finalisé dans les prochains jours. Clémence Barbier. L'Iran est-il sur le point de conclure un accord sur le nucléaire, comme l'affirme Donald Trump? La réponse des mollahs ce matin est sans équivoque. L'Iran agit toujours avec honnêteté et sérieux dans les processus diplomatiques, mais notre pays n'accepte jamais d'ultimatum. Par conséquent, une telle affirmation ne peut être confirmée. Pourtant, ce week-end, le président américain semblait confiant, alors que l'ayatollah Khamenei agitait encore la menace d'un embrasement en cas d'intervention militaire américaine. J'espère que nous trouverons un accord. Sinon, on verra si Khamenei avait raison. Pour l'heure, l'armée iranienne annonce être toujours en état d'alerte. Mais après ces avertissements, peut-être un premier signe d'apaisement. L'annonce de la libération d'Erfan Soltani hier, devenu le symbole de la contestation en Iran. Le sort de ce prisonnier, promis à l'exécution, avait suscité la colère de la diplomatie américaine. Au Proche-Orient, le passage de Rafah entre Gaza et l'Égypte a rouvert dans les 2 sens pour les habitants. Au total, dans un premier temps, 50 personnes transiteront par jour dans chaque sens. D'après ce que disait ce matin le média d'État égyptien, pour la chef de la diplomatie de l'Union européenne, c'est une étape positive et concrète. Mel Benoliel, vous êtes à Tel Aviv, c'est une première depuis mai 2024. Oui, les premiers Palestiniens aperçus ce matin à Rafah, côté égyptien de la frontière en vue d'entrer à Gaza. Selon l'Égypte qui coordonne les entrées et les sorties, 50 personnes pourront traverser pour le moment ce point de passage dans chaque sens lors de ces prochains jours de réouverture, après avoir reçu au préalable une autorisation spéciale de la part des autorités israéliennes. Une réouverture partielle particulièrement attendue dans l'enclave palestinienne où plus de 18 000 blessés ou malades, dont 4 000 enfants, attendent de pouvoir partir pour recevoir des traitements
à l'étranger, les hôpitaux palestiniens ne pouvant pas les traiter, faute de moyens, après 2 ans de guerre dévastatrice durant laquelle la plupart des établissements de santé ont été en partie détruits ou endommagés. Rafah, seul point de passage pour les Palestiniens avec le monde extérieur, est aussi vital pour l'acheminement de l'aide humanitaire dans l'enclave, mais rien ne dit pour l'heure que sa réouverture permettra l'entrée de plus de biens de première nécessité à destination de la population. Maëlle Begnonel à Tel Aviv pour France Info. On votait ce week-end en Haute-Savoie, législative partielle qui a vu pour la première fois la victoire de l'extrême droite. Le candidat du parti ciotiste UDR, allié au Rassemblement national, Antoine Valentin, a largement emporté face à son adversaire, les Républicains, Christophe Fournier, avec plus de 59% des suffrages exprimés. Un scrutin marqué toutefois par une très faible participation de 34%. Enfin, le budget de l'État pour 2026 est en passe d'être définitivement adopté. Ce sera en fin de journée à l'Assemblée nationale. Majid Kiyat, vous êtes sur place. Les motions de censure déposées par LFI et le Rassemblement national contre le gouvernement devraient être rejetées. Oui, il y a très peu de suspense ici à l'Assemblée nationale et je peux même vous faire une promesse, Valentine. Eh bien, ce feuilleton, ce marathon budgétaire sera bel et bien fini ce soir parce que ce texte, ce projet de loi de finances est revenu dans l'hémicycle vendredi dernier. Sébastien Lecornu, le Premier ministre, a à nouveau enclenché le 49.3 après ce passage du côté du Sénat. Et donc, ces 2 motions de censure, Rassemblement national et la France insoumise, devraient être rejetées parce que les socialistes et les députés de la droite républicaine, c'est le parti les Républicains, ne devraient pas voter cette motion de censure. Il pourrait y avoir quelques exceptions, mais ça ne devrait pas être suffisant du côté de cet hémicycle. Début d'examen de ces motions de censure à partir de 17h, avec comme à chaque fois les différentes prises de parole des présidents de groupe, prises de parole aussi de Sébastien Lecornu, et puis le vote. Résultat donc en début de soirée, et ce projet de loi de finances qui devrait donc passer ici dans l'hémicycle. Ce sera à suivre en direct sur France Info. Merci à vous, Majid. Vous l'avez sûrement remarqué lors de vos passages en caisse, on vous propose d'arrondir le montant à l'euro supérieur et de faire ainsi un micro-don à une association. Cette pratique de l'arrondi solidaire a du succès. L'an dernier, 38 millions de dons pour un montant de 15 millions d'euros ont été récoltés au profit de pas moins de 160 associations. Mathieu Bellini. C'est devenu presque banal en caisse de supermarché. Les terminaux de paiement proposent d'arrondir à l'euro supérieur. Pour faire un don pour les pièces jaunes, il suffit juste d'appuyer sur le bouton vert. Des dons de quelques centimes qui atteignent de très gros montants. En 13 ans, c'est 81 millions d'euros qui ont été reversés à des associations caritatives. Ça va bien parce que parfois on ne pense pas forcément faire des dons au quotidien, on n'a pas forcément des actions. Et là, ça permet d'en faire et à chaque fois, moi je dis oui. Près d'un consommateur sur 2 accepte de donner pour, en moyenne, près de 40 centimes. Derrière cette initiative, l'entreprise Microdon, qui travaille avec plus de 400 associations et des magasins comme cette enseigne de la grande distribution. L'an dernier, elle a collecté un peu plus de 2 millions d'euros et veille à ne pas abuser de la générosité des Français. On essaye que ça ne dépasse pas plus d'un tiers de l'année. Ça représente 8 à 10 campagnes par an parce qu'il est important qu'on n'ait pas ce sentiment de sursollicitation pour nos clients. Et la pratique semble convaincre de plus en plus de gens. Entre 2024 et 2025, le volume des dons a grimpé de 12%. Un nouveau rappel de lait infantile. La marque Popote a annoncé aujourd'hui le rappel de 2 lots de lait infantile premier âge en France, car le seuil autorisé de la toxine responsable de rappel a été baissé. De son côté, Vigermine annonce également un nouveau rappel de 3 lots de lait infantile premier âge Baby Bio. C'était l'événement de la nuit aux États-Unis, les Grammy Awards, l'équivalent de nos victoires de la musique. Et même si c'est Kendrick Lamar qui a raflé la mise avec pas moins de 5 récompenses, la star de la soirée, c'est bel et bien le chanteur portoricain Bad Bunny qui a prononcé un discours très politique. Carla Genevrier. Il est l'un des artistes les plus écoutés au monde. Bad Bunny, meilleur album de l'année. Mais le chanteur portoricain est aussi connu pour son opposition à la politique de Donald Trump. Il profite de ce moment pour adresser un message. Je vais dire, mettons la police de l'immigration dehors. Nous ne sommes pas des sauvages, nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des étrangers, nous sommes humains et nous sommes américains. Ice dehors, le ton est donné pour cette cérémonie des Grammy.
Et en symbole d'opposition à Trump, ce badge porté par de nombreux artistes. Je pense que les musiciens et les artistes sont toujours à l'avant-garde pour défendre ceux qui ont l'impression de ne pas avoir de voix. J'ai pensé que mon badge pourrait dire ce que j'avais besoin de dire. Sur scène, les discours de ce type se sont multipliés. J'ai l'impression qu'on doit continuer à nous battre, à prendre la parole, à manifester, et que nos voix comptent vraiment, et que les gens comptent, et j'emmerde ICE. Une cérémonie des Grammy qui, cette année, s'est transformée en tribune anti-Trump. Il y a un mois déjà, l'incendie dramatique du Constellation à Crans-Montana en Suisse. La nuit du passage à la nouvelle année, il a entraîné la mort de 41 personnes, dont un jeune de 18 ans décédé hier. Jour après jour, on découvre la chaîne de défaillance qui a mené à ce drame. On fait le point avec Justine Wild et Lucie Berbet. C'était il y a tout juste un mois. L'horreur à Crans-Montana. J'ai failli mourir, je crois mes amis sont morts dedans. Au standard des urgences, la détresse insoutenable. Il y a plein de gens